Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et tous, on est en direct sur Radio Anthropocène depuis la Public Factory. Je suis Camille du 107, je coordonne le labo d'accès et de maintien en logement des jeunes de moins de 25 ans sur la métropole de Lyon. À nos côtés, on a Florian, qui est à la technique. Merci d'avoir aidé à préparer cette émission et d'être là pour la technique. On est ensemble jusqu'à 17h pour 2 plateaux radio. Cette table ronde va porter sur l'accès au logement des jeunes de moins de 25 ans sur la métropole et de l'accompagnement de ceux dont la famille ne peut pas ou peut les soutenir et du rôle des associations dans ce soutien. On est ensemble pour 2 fois 40 minutes. Il y aura une pause entre les deux. Merci à la Public Factory de nous accueillir, à Radio A pour la prépa et à vous toutes et tous, membres du Labo Logement, d'être présents et présentes pour cette plateau radio. L'émission, vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de Radio Anthropocène et du 107. Les questions que vous vous posez dans la salle, je vous inviterai à les poser sur des post-it. David va récupérer les post-it et nous les donner. Et on pourra les transmettre à nos invités. Voilà. C'est à peu près ça. Cet après-midi. Cet après-midi, pour ce premier plateau radio, je suis avec Théo Rosic. Bonjour Théo. Bonjour Camille. On est aussi avec Guyliane Biette. Bonjour. Bonjour. Et Ilissi Pirois. Et bonjour. Merci d'être là. On est ensemble donc pour 40 minutes. On va avoir 30 minutes d'intervention et une dizaine de minutes à la fin de questions-réponses avec le public. Cette première table ronde, elle va porter sur être jeune en 2026. On l'a appelée équilibrisme entre le rêve et le vertige de l'indépendance. En préparant cette émission, Florian a suggéré des questions choc d'introduction. Alors, je vous le dis, est-ce que avoir 20 ans en 2026, est-ce que avoir 20 ans, c'était mieux avant ? Question complexe. Est-ce que avoir 20 ans, c'était mieux avant qu'en 2026 ? Moi qui suis déjà un peu plus âgé, j'en ai plus 20, donc un peu compliqué de répondre à cette question. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais là, sur ces périodes estivales, c'est vrai qu'on peut très vite s'imaginer que c'est compliqué. Est-ce que tu veux détailler, Théo, en quoi c'est compliqué selon toi ? Et peut-être aussi en dire un peu plus sur toi. J'ai dit ton nom et ton prénom, mais si tu veux nous dire 2 mots sur ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Alors moi, je suis chercheur dans 2 laboratoires, un à l'Université Bourgogne-Europe, le LIR3S, et un autre à l'Université Lumière Lyon 2, à Helico. Et j'accompagne la ville de Lyon sur les relations entre des créateurs de contenu sur Internet et l'administration publique, et là, en l'occurrence, la direction du développement territorial, à laquelle participe ici, dans laquelle travaille ici. Et dans l'initiative du Labo Logement, je fais appel à mon panel de créateurs de contenu pour développer peut-être une campagne de communication. Et à la question, est-ce qu'avoir 20 ans, c'était mieux avant ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Ce que je peux en dire, c'est que je pense que les choses ont beaucoup évolué dans le sens où on arrive à s'émanciper beaucoup plus tard. Moi, je me suis émancipé finalement économiquement il y a peu de temps, donc autour de mes 25 ans, où je pense qu'il y a peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans de ça, les gens qui étaient à mon cursus d'études s'émancipaient plus tôt. Donc finalement, c'est un temps qui se repousse toujours un peu plus, avec des questions d'ordre professionnel, de représentation qui rentrent un peu là-dedans, qui sont très difficiles aussi pour la santé mentale, pour le bien-être, la position vis-à-vis de sa famille, des autres. Donc voilà, peut-être que ça, c'est un peu le prisme général vis-à-vis du logement, c'est le rapport à soi. Et puis après, effectivement, il y a d'autres entrées, mais est-ce que peut-être, Guillaume, tu peux en dire, parce que je sais que tu es un peu plus jeune que moi. Et puis, Oui, effectivement, j'ai 22 ans, bientôt 23, donc 20 ans, je les ai eus il y a 2 ans. Et en fait, ce que je dirais, c'est que la difficulté d'avoir 20 ans
ou être dans la vingtaine aujourd'hui, c'est plus dans l'accès à l'autonomie en tant que jeune, autonomie financière, autonomie personnelle, autonomie professionnelle. Et avoir 20 ans il y a 10, 15, 20 ans, cette question-là se posait beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui à 20 ans, on se pose plus de questions d'ordre personnel, professionnel, qu'on pose plus le temps de se poser les choses. Et les questions de précarité sont beaucoup plus visibles aujourd'hui et dans cette période-là de la vie, puisque il y a la construction de l'identité, la construction de son avenir professionnel, dans un contexte socio-économique qui est particulièrement difficile aujourd'hui. Et Gillian, toi, tu travailles avec la Commu, avec l'Université de Lyon, et tu es représentant de la vie étudiante. Si tu veux nous en dire un mot, et peut-être qu'est-ce que tu vois aussi à travers les personnes que tu es amené à côtoyer dans ce cadre-là, sur ce que c'est qu'avoir 20 ans aussi pour elles, dans leur expérience. Alors, je suis pas vraiment représentant de la vie étudiante, mais je participe en tant qu'ambassadeur vie étudiante, donc qui est mon activité professionnelle à côté de mes études. Et j'ai été amené, oui, effectivement, en déployant différents dispositifs de la Commu, à rencontrer des étudiants dans les différents sites partenaires et à échanger effectivement sur leur réalité. Et effectivement, on voit quand même des réalités, des difficultés à laquelle la Commu essaye d'y répondre le plus possible en tant qu'acteur institutionnel. Mais voilà, c'est des réalités que j'ai rencontrées sur le terrain, effectivement. Merci. Ilici, est-ce que tu veux dire un mot à cette question aussi ? De nouveau, bonjour. Je m'appelle Ilici Pirois, je suis technicienne à la ville de Lyon au service jeunesse de la ville. Avoir 20 ans, est-ce que c'était mieux avant ? Je pense que chaque génération a son lot de problématiques. Après, c'est aussi de quel avant on parle. Je pense qu'il y a des avant qui étaient meilleurs que des encore avant ou des moins avant. Voilà. Mais effectivement, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur l'autonomisation des jeunes, à quel point ils ont les mêmes leviers que leurs parents ou leurs grands-parents sur ces sujets d'accès à l'emploi, d'accès au logement, de perspectives futures. Maintenant, on peut pas revenir dans le passé, donc il faut qu'on s'attaque à ce qui est aujourd'hui présent, quoi. Ça tombe bien, justement. Tu travailles avec la mission jeunesse. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur le précédent mandat, ce qui a été mis en place justement sur les jeunesses et peut-être sur précisément les 18-25 ans à Lyon? C'est quoi l'état des lieux que vous faites et qu'est-ce qui va se passer dans le mandat à venir? Vous êtes en train de construire la feuille de route. Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent? Alors, en 2022, une adjointe aux jeunesses qui a pris une délégation pour la faire un peu monter en puissance, parce qu'on s'est rendu compte que sur la ville de Lyon, on avait beaucoup de dispositifs, pas mal d'argent public qui était mis sur les questions des jeunes. Donc nous, on prend les 12-25. Pour autant, tous ces dispositifs étaient peut-être pas très lisibles pour les jeunes et pour les professionnels aussi. Et du coup, notre objectif, ça a été de les rendre lisibles et visibles dans un premier temps et de structurer une politique jeunesse de différentes manières. Donc, on a commencé par faire un diagnostic en allant chercher la parole de jeunes à travers d'une assemblée d'une quarantaine de jeunes, mais aussi tout un tas d'autres acteurs, d'autres jeunes qu'on a rencontrés dans plein de structures, centres sociaux, MJC, à l'école, au club de sport, etc. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'évidemment, tous les axes de la vie des jeunes étaient importants pour la ville de Lyon et qu'on le divisait en deux temps. Le premier, c'est accompagner vers l'autonomie, donc vraiment ce sujet-là de lien à l'emploi, lien au logement, présence dans l'espace public, etc. Et puis, une question autour de l'émancipation, donc prendre place ici et dans le monde au travers de ses loisirs, sport, culture, de la question de l'engagement, de la participation citoyenne. Voilà. Et puis, un dernier axe autour de la coordination des acteurs et des professionnels de jeunesse pour animer le territoire et effectivement qu'on arrive à plus se connaître et se reconnaître pour accompagner les jeunes tous ensemble.
Ça a été un peu la feuille de route qui a été construite par la ville. C'est ce qu'on a mis en place sur le mandat précédent avec différents dispositifs, que ce soit de financement ou d'animation territoriale. On a aussi fait un petit diagnostic chiffré en se rendant compte que la ville de Lyon, chez les 12-25 ans, c'est 125 000 jeunes, avec une très grande part, environ 90 000, qui sont des étudiants, donc qui n'ont pas été là souvent pendant leur adolescence et qui potentiellement vont se retrouver jeunes actifs, mais pas forcément sur Lyon. Et pour beaucoup qui arrivent sur Lyon en fait au moment de leurs études. Donc ça a été aussi un gros sujet. En sachant qu'il existait en fait bien avant le lancement de cette politique jeunesse des actions en faveur des jeunes, notamment je prends la maison des initiatives étudiantes rue de Marseille qui travaille justement sur les étudiants, évidemment d'autres acteurs que la ville, et puis tout le tissu associatif qui est là et toujours présent depuis bien longtemps. Et justement, sur ces questions de jeunesse, Théo, toi, tu travailles avec ici et la mission de la jeunesse plus largement sur comment toucher ces jeunes qui arrivent, qui vont peut-être repartir, d'autres qui vont rester, etc. Tu as fait un point intermédiaire sur tes recherches à un moment donné. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, justement ? Oui, alors peut-être, c'est vrai que pour recentrer, le point de départ de notre réflexion avec la mission jeunesse, c'était l'enjeu du numérique. Parce qu'au final, au moment des rencontres qu'il y a eu entre cette délégation jeunesse qui a pu vous illustrer ici et des jeunes, ils ont mis sur la table un ensemble de sujets, dont la question du numérique. Et finalement, pour la ville, se poser la question du numérique avec les jeunes, c'est rentrer dans un univers qui est un peu inconnu, où il y a tout à défricher. Parce que finalement, la ville et le numérique, c'est quoi ? Au final, c'est un site. Et puis, finalement, c'est beaucoup d'objets de communication en interne. C'est beaucoup d'outils pour des professionnels. Mais c'est vrai que vers des publics, on a du mal tout de suite à saisir les objets qui concernent, en fait, finalement, une action d'une administration envers son public. Mis à part un seul, moi, qui m'est venu tout de suite, c'est l'enjeu du réseau social. Et donc Marc, qui est directeur de la mission jeunesse, avait déjà un peu anticipé le fait de travailler là-dessus. On s'est très vite retrouvé sur cette idée-là, en se disant finalement qu'on a des créateurs de contenu aujourd'hui qui travaillent notamment avec des publicitaires, des agences, le secteur privé, et que l'administration était le grand absent de ces réseaux sociaux. Et que finalement, il y a une information qui ne peut plus passer parce que vu que c'est le média qui a le monopole de l'information aujourd'hui envers les jeunes, peut-être qu'effectivement il y a un blocage sur ce point-là parce que c'est un outil dont ne se sert pas l'administration. Donc réinvestir tout cet outil-là à une petite échelle, parce que c'est qu'une mission finalement jeunesse, c'est pas une politique d'envergure. Il a fallu la prendre par une entrée, et du coup on s'est dit l'entrée des créateurs de contenu peut être la bonne, parce qu'au final c'est s'adresser aussi à des gens qui sont sur le territoire, avec laquelle on peut faire des choses et qui potentiellement vont pouvoir aussi comprendre et qui ont connu les problématiques que la mission jeunesse peut rencontrer avec des jeunes. Donc moi j'ai pu au final pendant 8-9 mois rencontrer un ensemble de créateurs, ce qu'on appelle des macro-influenceurs sur les territoires, donc des gens qui sont compris entre 100 000 et 1 million d'abonnements sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube, qui ont des profils très très variés, qui ont des spécificités très intéressantes, qui ont des publics très intéressants. Voilà. Et aujourd'hui, on se pose du coup des questions, finalement, comment l'administration elle peut travailler avec ces acteurs-là, parce qu'elle n'est pas du tout habituée à pouvoir travailler avec des indépendants comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on en est. Merci Théo. Et du coup, je rebondis sur la campagne peut-être qui est en cours de création. La question, c'est comment on fait passer des messages sur l'accès aux droits et l'accès au logement, qui est un des leviers, on l'a vu, et pilier pour accéder justement à l'autonomie. Et Gillian, toi, tu as fait partie de réunions de travail aussi sur les questions. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message sur les questions d'accès au logement et au-delà du logement, à l'habitat pour les moins de 25 ans. Est-ce que tu as envie de raconter aussi comment ça s'est passé pour toi dans ces réunions-là et puis au-delà aussi ?
En tant que jeune et concerné par ces questions-là, ce que j'ai trouvé très pertinent, c'est la place accordée justement à la parole de ces jeunes. On était autour de la table beaucoup d'acteurs institutionnels et malgré la bonne volonté, parfois il est difficile de saisir pleinement ces réalités. Et en tant que profil hybride, je peux dire que j'ai occupé entre mon emploi à l'université Lyon, donc la face un peu institutionnelle et le fait que je sois jeune et étudiant, donc le public, un des publics cibles de cette opération, bien j'ai trouvé vraiment intéressant la place qu'on a essayé d'accorder aux jeunes à travers différents verbatims des ateliers qui nous avaient été présentés, ou même la prise en compte de ma propre expérience. Donc ça c'était très intéressant. Et l'un des bilans qu'on peut en faire, c'est le manque d'incarnation des dispositifs auxquels justement l'approche des réseaux sociaux peut y répondre. Est-ce que tu veux préciser ce que tu veux dire par manque d'incarnation, peut-être ? Les communications institutionnelles sont très lisses aujourd'hui. Ça répond à un cahier des charges, il faut faire attention à ce que l'on dit, et souvent c'est dépersonnifié. Le fait de faire passer des messages et des dispositifs à travers des créateurs et des créatrices de contenu, ça crée une incarnation, un reflet personnel dans lequel les jeunes pourraient se retrouver. Et donc, cette approche-là, elle est intéressante dans cette perspective, de incarner les dispositifs, de les présenter à travers des figures connues par le public jeune, pour ainsi mieux faire passer les messages et les possibilités d'aide qui existent, pour éviter le non-recours notamment. Okay, trop bien, merci beaucoup d'avoir détaillé. Je reviens aussi sur la thématique qu'on a posée un peu plus largement aussi sur cette table ronde. Équilibrisme entre rêve et vertige d'indépendance. Vous en avez un petit peu parlé. Les symboles d'indépendance, est-ce que selon vous, ils ont évolué ces dernières années ? Et si oui, comment ? En quel sens ? Je fais le lien aussi avec le logement. À des moments, on a dit que, on a pu dire dans le labo ou dans des réunions de travail que le logement, c'était un pilier d'accès à l'autonomie et qu'aujourd'hui, ça entrave plutôt. Est-ce que vous en voyez d'autres, des symboles d'indépendance, ou que vous voulez détailler celui du logement ? Peut-être Ilissi, je te laisse répondre pour prendre la suite de parole. J'avoue, c'est hyper difficile de répondre sur une évolution parce que nous ne travaillons pas sur ce sujet depuis très longtemps. Okay. Et il faut avouer que quand on travaille de manière générale sur la question des jeunes, on travaille en fait sur beaucoup de sujets et pas forcément que sur celui-là. J'ai un peu du mal à voir en quoi le logement... l'idée d'un logement peut-être seul sans ses parents a évolué, à part peut-être qu'on s'est rendu compte que notamment sur les questions de la colocation par exemple, mais je saurais pas dire si il y a quelques années c'était différent. En tout cas on sait qu'il y a une sorte d'idée préconçue sur le fait que les jeunes souhaiteraient être en colocation. C'est pas du tout vrai. On sait que en fait les jeunes aspirent plutôt à un logement seul, et que souvent ils se mettent en colocation par défaut financier. Voilà, sur le sujet du logement. Et puis après, je vais réfléchir sur les autres. Il y a peut-être la question du logement intergénérationnel aussi qui a été beaucoup portée à un moment donné et sur lequel il y a eu des retours aussi de difficultés. Je ne sais pas si vous avez des retours spécifiques à la ville de Lyon, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Okay. Non, peut-être, c'est vrai que pour ajouter ce que disait Ilissi, moi, ça m'a fait penser à autre chose, notamment sur l'idée de colocation. C'est aussi se dire que le logement du jeune, on le voit comme quelque chose de transitif vers un chez-soi qui viendrait au moment d'une indépendance économique. Et au final, pourquoi ? C'est-à-dire qu'on se dit peut-être que c'est au moment où vient l'indépendance économique qu'on se met dans une relation avec, où on emménage avec quelqu'un parce qu'on a trouvé un compagnon de vie. Et je pense que c'est des modèles qui aujourd'hui sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 20 ans, où aujourd'hui on a peut-être des gens qui sont entre 30, 40, même 45 ans qui au final pourraient être considérés dans leur manière d'habiter comme des jeunes, même au-delà de la colocation. Ça voudrait dire quoi C'est-à-dire c'est sortir des représentations hétéronormées où une personne peut très bien vivre pendant 2 ans avec un coloc
parce que la vie fait que il a dû trouver un emploi dans l'Est lyonnais et puis il a trouvé cette solution de logement. Puis après, finalement, c'est vivre pendant 5 ans tout seul. Puis finalement, je pense qu'on a des récits d'habiter, là en l'occurrence la ville, qu'il faut pas forcément associer à un prisme du jeune, mais il y a une multiplicité de façons d'habiter qu'il faut sortir des standards un peu normés qu'on a. Voilà. Donc, je pense que ça suit bien cette idée de la colocation qui est une des formes d'habiter qu'on associe aux jeunes, mais qui peut être bien multiple en l'occurrence. Ouais. Est-ce que ici, Kylian voulait rebondir aussi ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Théo. Le logement, en fait, il traduit des trajectoires de vie et des trajectoires de jeunes, d'individus, que ce soit par la manière d'habiter, la manière d'incarner l'espace dans lequel on vit, mais également même l'état du logement peut traduire aussi des réalités. Tu prends l'exemple de la colocation. Faut savoir que le logement, en tout cas chez le public étudiant, c'est le fait de payer son loyer, c'est le premier poste de dépense. Donc ça, je l'invente pas, c'est l'Observatoire de la vie étudiante qui l'a établi dans son rapport de 2023. Donc c'est à peu près une moyenne de 500 € par mois hors charge. Donc c'est colossal. Hein. Donc c'est vrai que ça conditionne pas mal la manière d'habiter. C'est-à-dire que par exemple la manière dont on va décorer l'espace, est-ce qu'on va vivre seul, c'est une des conclusions aussi que j'ai pu tirer de mon travail de mémoire, c'est que la manière dont on habite, ça définit des trajectoires de vie. Est-ce que justement, donc tu nous offres une transition royale, tu as fait ton mémoire notamment en lien avec les travaux qui sont en cours dans le labo logement, est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Pour mettre en contexte, c'est un mémoire d'expérience professionnelle que j'ai fait avec l'Université de Lyon. Donc, il y a une première partie sur mon expérience, un peu tout ce que j'ai pu faire, et une partie un peu plus de recherche documentaire sur l'innovation sociale, le 107, et comment ce dispositif vient répondre à la question de l'accès au logement chez les jeunes dans la métropole de Lyon. Donc moi j'analyse la question de l'innovation sociale à travers la question des échelles. Donc je pars d'un premier problème, c'est que quand on traite la question de l'accès au logement d'un point de vue macro, en fait on la traite sur la question de l'accès de l'offre et de la demande, et qu'en fait quand on regarde les chiffres, il y a une tension, une demande qui est très très forte. À la métropole de Lyon, on a presque 200 000 étudiants, avec 40 000 qui sont boursiers. Et la ville de Lyon, par exemple, est l'un des plus grands centres étudiants dans cette zone géographique. Donc on a une demande qui est très très forte, avec une offre qui ne suit pas, pour des raisons évidentes. Et donc, ce que je trouve intéressant avec l'innovation sociale et le projet porté par le 107, c'est que oui, aussi une chose que j'ai oublié de dire, c'est que cette approche macro, elle vient effacer aussi toutes les questions qui peuvent se poser quand on regarde la question du logement à l'échelle micro, c'est-à-dire les trajectoires de vie, l'accompagnement des jeunes, parce que le logement, on accompagne vers le logement, mais après derrière aussi ça permet d'accompagner vers le travail, la stabilité. Et le fait de garder son logement, c'est pas une question évidente. Donc il y a tout un accompagnement à faire. Et lorsqu'on regarde exclusivement l'échelle macro, cette question des trajectoires, elle devient complètement invisible, parce qu'en fait, on traite les personnes comme des demandeurs de logement, qui répondent du coup à une offre. Et donc, pour venir à l'innovation sociale, elle propose une coopération entre plusieurs acteurs. Et cette coopération, en fait, elle vient répondre à cette tension, à cette dualité qu'il y a entre l'échelle micro et macro de la question du logement. Et donc, ça propose une approche méso. On va essayer à la fois, avec les différentes expérimentations, de comprendre les besoins des jeunes, ensuite de les incarner avec des solutions
qui répondent à ouvrir plus de logements, trouver des solutions de colocation, de logements seuls, avec des prix abordables. Mais également, on va répondre à des trajectoires. On va accompagner des personnes en situation de précarité, identifier aussi les personnes qui seraient dans des zones grises, par exemple des étudiants qui sortent du Crous et qui finissent leurs études et qui en fait ne répondent plus à la catégorie jeune d'un point de vue étudiant dans cette définition-là. En fait, ça reste quand même des jeunes de moins de 25 ans, en tout cas entre 25 et 30 ans, et qui sont toujours jeunes et qui sont en recherche de travail et donc d'un autre logement plus stable pour commencer leur vie professionnelle. Et donc, toutes ces trajectoires-là, le Labo Logement permet aussi de répondre à ces questions-là. Okay. Voilà, c'est un peu globalement l'approche que j'ai dans mon travail. Très bien. Merci beaucoup d'avoir détaillé. Il nous reste une dizaine de minutes pour ce plateau-là. Normalement, vous avez passé des post-it. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions ? Peut-être en attendant de prendre des questions, je trouvais super chouette d'ajouter à ce que disait Biane, finalement, là, on parle des jeunes sous le prisme de l'étudiant. Et en fait, finalement, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne vont pas jusqu'au post-bac et qui, du coup, vont peut-être moins rencontrer cette difficulté de se loger pour étudier, parce que c'est toujours dans un objectif, mais du coup, se loger juste pour se loger. Et je trouve que ça sera aussi intéressant dans cette perspective du Labo Logement, de ne pas quand même oublier toute une frange de la jeunesse qui n'est pas étudiante et qui est encore souvent dans des situations encore plus précaires que celles d'étudiants pour se loger. Donc voilà, c'est important. Dans mon travail de documentation, justement, j'ai utilisé les audios un peu de diagnostic du 107. Et effectivement, je parle des jeunes. Là, j'ai pris l'exemple des étudiants, mais il y a aussi globalement, je parle de la jeunesse dans sa définition globale, donc 16-30 ans à peu près. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça permet de voir toutes ces trajectoires différentes en fait, de la personne, par exemple, qui vient d'arriver en France et qui se retrouve en précarité économique et aussi sociale, qui frappe à plusieurs portes des institutions, mais se fait envoyer balader dans plusieurs centres d'aide et essaye de frapper à toutes les portes et explique en fait une situation compliquée en fait. Parce que c'est une personne qui se retrouve dans un brouillard un peu de dispositifs et tout ça, j'en parle aussi dans mon travail. Ouais. Moi, ça me fait écho aussi à ce qui est en cours dans le labo et notamment le retour l'année dernière, il y a eu un groupe de moins de 25 ans qui était notamment logé dans le cadre d'une résidence article 1 avec des loyers modérés. La majeure partie d'entre eux venaient des territoires ultramarins et nous disaient en fait les résultats Parcoursup et mon master arrivent d'une part en même temps en métropole, donc ça crée en fait une tension sur le logement au même moment et les résultats tombent plus tard pour les territoires ultramarins. Donc d'une part, ils sont pas sur place pour pouvoir rechercher, visiter un logement, rencontrer des agences, etc. Et en plus de ça, quand ils doivent faire ça, les résultats en métropole sont déjà tombés et la plupart des logements ont déjà été pourvus. Donc voilà, on retourne aussi d'expérience à ce niveau-là. On a une question qui est posée par les personnes dans la salle. Est-ce qu'être bien préparé à la recherche de logement, c'est arrêter de rêver, penser son logement idéal ? Est-ce que je peux répondre ? Bah oui. Pour moi, c'est pas arrêter de rêver, c'est justement pouvoir se permettre de rêver. Parce que l'un des problèmes que j'ai pu observer, moi j'ai participé au groupe de Sensible, donc sensibilisation, c'est que ce groupe-là répond justement à une demande de diffuser la culture du logement. Beaucoup de jeunes ne savent pas comment rentrer dans le marché locatif, n'ont pas les clés de compréhension et donc sont sujets à tomber dans, par exemple, des arnaques ou où en fait certaines entreprises de location peuvent jouer un petit peu sur
sur des zones grises de compréhension. Donc voilà, c'est important d'avoir les clés en main de compréhension pour s'autoriser à rêver, avoir le logement idéal. En fait, c'est tout ce que les jeunes demandent. C'est ce que je demande aussi en tant que jeune. Illici, tu voulais répondre aussi? Pour reprendre la parole, je voulais revenir sur les symboles de l'indépendance quand même et dire qu'effectivement à côté du logement il y a aussi l'emploi ou la formation, mais quand on n'est pas étudiant c'est souvent l'emploi en fait le sujet. Dans les expérimentations du labo il y a beaucoup d'actions qui mêlent logement et emploi, parce qu'on sait qu'en fait on marche un peu sur les deux jambes sur ces sujets-là. À Lyon on a 8000 jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, ce qui est un nombre de personnes assez conséquent qui du coup ont souvent mécaniquement des difficultés à trouver un logement qui pourrait leur correspondre et dont ils rêvent. Donc ça c'est la première c'est un autre des symboles d'indépendance qui me semble hyper important de travailler à côté du logement. Et puis le deuxième c'est les sujets autour de la consommation et de l'équipement. Nous c'est un sujet qu'on a voulu un peu mettre aussi sur le devant, notamment en lien avec les questions d'alimentation, parce que quand on n'a pas de logement, mais ça joue pour les jeunes mais pas seulement, on n'a du coup pas d'équipement pour cuisiner par exemple et pour avoir accès à une alimentation de qualité. Du coup, du côté de la ville, on essaie de travailler sur l'ensemble de ces sujets-là. Parfois, on arrive à les connecter. Du coup, ça crée un accompagnement qui fait que pour une personne, tout s'imbrique. Et puis, des fois, on arrive à travailler sur un sujet. Par exemple, on finance des paniers alimentaires, ce genre de choses, à l'occasion d'un dispositif avec une association. Et puis, en fait, ces petits déjeuners associatifs permettent aux jeunes de rester dans leur logement là où peut-être ils n'auraient pas pu payer leur loyer en fait à la fin du mois parce qu'ils auraient dû acheter à manger. Donc ça c'est un autre sujet d'indépendance. Et pour finir sur ce sujet-là, effectivement c'est important de rêver, mais c'est aussi très important d'avoir les clés et les aides, d'être accompagné, de connaître ses droits, de pas tomber dans les arnaques aussi, parce que quand on voit un logement de rêve, en fait on se rend compte que sur le bon coin derrière il n'y a pas du tout de logement en réalité. Et donc c'est aussi ce qu'on essaie de travailler au Labo Logement, et puis via d'autres associations, enfin des associations sur le territoire qui accompagnent les jeunes là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres rebonds? Ouais, pourquoi pas aussi peut-être ajouter le fait que je pense que dans l'imaginaire des jeunes, quand on se dit un appartement de rêve, c'est souvent des représentations d'adultes qui nous viennent tout de suite. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont des contraintes qui peuvent être, par exemple, celle de l'intimité, avec notamment dans le cas de colocation, qui paraissent très usuelles comme ça, mais en fait qui pourraient relever de petites choses, de rêver en fait d'avoir des que par exemple les toilettes soient plus loin que la salle de bain, ou qu'il y ait un espace, une salle à manger qui soit séparée de l'espace où on dort, pour éviter qu'il y ait du bruit quand les personnes rentrent. Et c'est je pense des fois des choses aussi mineures, on va dire qui paraissent moins importantes comme ça, que l'étudiant se permet de rêver. Peut-être parler moi de mon expérience là personnelle, parce que je viens d'être finalement indépendant financièrement depuis peu de temps, et j'avais jamais tellement rêvé d'avoir un logement qui me convienne aujourd'hui, mais maintenant je me sens chez moi là depuis 1 an, alors qu'avant ça n'avait pas été le cas pendant 10 ans à Lyon, et je rêvais d'avoir un beau logement, mais aujourd'hui j'ai vraiment quelque chose de super, mais c'est pas quelque chose que je projetais avant. Et à quoi tu te sens chez toi? Eh ben, je pense, alors c'est très particulier ce que je veux dire là, mais ça peut être une clé de compréhension. Je me sens plus éloigné de la rue. Ça, c'est, je pense, un facteur qui est très important, mais parce que je vis plus haut en termes d'étage dans un immeuble, et en fait, je vis moins dans la ville tout le temps. Donc, je peux beaucoup plus m'isoler quand je rentre du boulot, d'une activité. Je sais que quand je ferme la clé chez moi, je vais pas vivre dans Lyon, mais je vais être vraiment chez moi, dans un espace plus sécurisant, dans quelque chose de
plus confort, plus cocon peut-être. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pu rêver en étant jeune, mais que je me rends compte que seulement maintenant que je rêvais en fait. Et quand j'étais jeune, je me faisais pas cette réflexion. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui je réalise en fait. Donc voilà. Donc voilà. Merci d'avoir partagé ton expérience. Voilà, non mais. Merci Gillian aussi d'avoir partagé des éléments sur ton mémoire, ton rôle au sein de la commu et ton expérience perso. Merci à Elise. Merci pour l'invitation. Et ce plateau touche à sa fin. On va prendre 5 petites minutes de pause avant de passer au deuxième plateau sur l'accompagnement. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.